destiné à vous gonfler de confiance en vous et de savoir et de choses. D'accord? On va attendre une seconde. Voilà. Tiens. Je vais me mettre ici si ça semble être personne, pour commencer. Donc la présentation s'appelle des outils et des hommes, parce que j'aime bien mettre des références à certaines œuvres littéraires ou cinématographiques. Alors vous êtes des hommes ou des humains. Donc voilà, il y a des gens qui veulent faire des trucs et donc il y a des outils. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des outils et des tâches. Et si on met tout ensemble, on se retrouve avec des outils, des tâches et des hommes, ce qui veut dire en gros que voilà, moi, personne donnée, si je dois aller jusqu'à réaliser une tâche donnée, je vais pouvoir choisir des outils. Et on sait qu'il n'y a pas un outil qui vaut pour tout, pour l'ensemble, pour l'universel. Et alors on va essayer de voir une sorte d'approche pour choisir ces outils en fonction de des affinités, truc machin, et c'est pas facile. C'est toujours le début, c'est toujours un peu froid. On va commencer par faire une seconde de silence pour Michael. Voilà. Et revenir sur le sujet, en dire qu'effectivement, parfois, il y a des choses à faire qui sont un peu compliquées, mais on peut se rendre compte que c'est souvent sous des dehors, un peu de complexité, des opérations très simples, comme celle de diviser 1236 par 4, qui fait à peu près ça. Bref, défi des images. Ici, par exemple, vous avez un briefing qui est de produire une data visualisation, et donc quelque chose qui est très chouette. On vous a donné une ligne directrice et peut-être quelques consignes philosophiques, vais-je dire, à peu près. Mais maintenant, vous devez concrètement décider exactement ce que vous faites. Ou, enfin, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Vous devez savoir quoi faire, quoi vouloir faire, ou savoir vouloir faire, par exemple, quand on parle de technique, à devoir apprendre pour faire. Et donc, je crois que, voilà, là, cet instant difficile, vous devez vous construire une montagne de confiance en vous. Donc, on va analyser les différents scénarios et pour voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Donc, la première question que j'ai envie de poser par rapport à une data visualisation, de mon point de vue, parce que technicien d'interactivité et tout, et c'est comme ça que je vais réfléchir, je vais me demander si est-ce que ma data vis est interactive ou pas, disons. Parce que dans un certain sens, si elle n'est pas interactive, ben, c'est un peu, même si c'est sur écran, c'est dans un travail de pré-presse, enfin, je veux dire, je vais produire une image. Si je produis une image qui au final est aplatie et amenée sur l'écran de la personne, j'ai un peu le choix des armes pour travailler exactement comment je veux, donc faute la société, on va dire. Mais si c'est interactif, alors, rigoler, alors ça devient très subtilement intéressant parce que alors il y a quand même beaucoup de critères. Choisir. Donc on va commencer avec une forme. Bon, je fais un triangle simplement parce qu'on va voir que ces trois axes. Ce qu'il fait des animations, il fait des animations. J'ai appris à faire des animations dans Keynote. Non, c'est pas mal. Nous avons différents axes qui seront la facilité de mise en place, par exemple. On vous propose de travailler avec des 3.js, par exemple. Peut-être que ça ne conviendra pas à chacun d'entre vous en termes de maîtrise technique nécessaire, d'apprentissage. Peut-être aussi que c'est un peu surdimensionné par rapport à la complexité des informations que vous avez déjà. Donc, à prendre en compte pour savoir dire, fin de la semaine prochaine, je dois avoir quelque chose, est-ce que je m'attaque à une montagne ou est-ce que je prends le petit sentier, le petit chemin qui sent la noisette. Un deuxième axe étant, effectivement, est-ce que c'est interactif? Et là, ça n'est pas un oui-non. On peut avoir une interaction du type, j'ai un PNG, et puis il va partir en alpha, et puis après il revient, et c'est tout. Ou alors on peut avoir une interactivité du genre, je définis le range des années qui sont prises en compte, ça redéfinit les axes de données, tous ces genres de choses, et donc là il y a beaucoup de niveaux d'interactivité différentes. Ça va? Ça va.
Et alors, pardon? D'accord. On va faire une seconde de silence pour la perturbation. On en fera encore une pour la FEF. Voilà. Et donc la performance, parce que évidemment, il y a des choses qui sont très coûteuses, il y a des choses qui sont très simples. Si vous affichez un PNG, je suis désolé, c'est pas très dur. Si vous recalculez 3000 trucs en même temps en déplaçant 1000 objets, comme vous avez vu notre bel ami Oliver, qui déplaçait vraiment beaucoup d'objets à l'écran, et c'était pas toujours si facile. Donc, dans ce triangle, on peut placer différentes choses en fonction de leurs affinités. Par exemple, non pas lui. Il y a quoi? Est-ce qu'ils sont là? Voilà quelques axes que je vais regarder, enfin, qu'on va regarder aujourd'hui. On pourrait parler du... déjà bon, c'est à la grosse louche, c'est complètement discutable et c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, c'est vague. Mais si on veut regarder un PNG, en gros, on est surtout dans la facilité de mise en place. On a assez peu d'habitude de possibilités d'interaction, même si c'est ça que c'est foireux, parce qu'en fait on a la performance qui est sympa. Quand on a vu le JSON, le truc, le machin, le son, mardi, j'ai fait vite poète et j'ai mis une série de divs qui se redimensionnaient en fonction des données. Là, alors, on est dans le DOM, on va utiliser des éléments HTML pour faire la présentation. Ce qui est l'avantage d'être, on y va très vite, ça avance et tout, mais on peut de nouveau se retrouver un peu limité par le côté carré des choses, par le fait que les règles CSS ne conviennent pas toujours à ce qu'on veut pouvoir faire. Et ça, en fait, je passe par tous les autres après. Non, bon, je reviens. Donc le PNG, vous avez vu, là, très facile. On a le over pour des trucs. Quand je dis PNG, ça peut être tous les types d'images. Donc ça peut aller, comme j'ai déjà parlé. Le DOM, on est cool avec le DOM, comme je disais. Ils sont sympas, mais un peu limités, donc parce que vaguement carré. Donc si on veut faire des choses pointues, il faut des outils pointus. Là, je vais essayer de passer très vite parce qu'il y a une mauvaise blague. Voilà. Des trucs de points. Voilà. Par exemple. Et donc, quels sont les outils professionnels qu'on peut vous proposer pour la data vis? Par exemple, si on a insisté sur Raphaël ou D3.js, c'est parce qu'il existe le SVG qui, en fait, fonctionne quand même de façon fort différente que les éléments HTML, enfin, je veux dire dans leur nature même. Genre, c'est du vectoriel, ce qui veut dire qu'on les tire autant qu'on veut, ça reste toujours, on est un peu comme le bonjour de Flash, où on a toujours un bon rendu. On a des éléments qui ont des formes aussi irrégulières qu'on veut, et que la souris ne va pas rentrer sur un carré, même si ça affiche un rond. Pour les rollovers, c'est vraiment très chouette. Il y a plein de librairies qui travaillent avec pour faire des choses bien. Donc là, surtout au niveau des librairies, je veux dire, on est là pour vous aider et vous tenir par la main. Comme je disais, on peut modifier, oui c'est ça, le SVG est aussi intéressant dans le sens où si on part d'une forme donnée, on peut sans problème, via un peu de JavaScript, aller complètement modifier, recréer, multiplier, déformer, chose qu'on ne peut pas faire si facilement avec le contenu d'une image. D'ailleurs, j'ai dit, attention, parce que si on veut creuser dans le SVG interactif un peu de haut vol, il va falloir un minimum passer par la programmation. Mais c'est pas grave, ça va aller. Donc comme on est dans la dédramatisation aujourd'hui, je comptais vous démontrer par exemple comment on fait. Ah ouais. On va montrer comment on fait, parce qu'en fait c'est vraiment trop facile. Donc je vais faire une démo, voilà. D'illustration vectorielle, Illustrator. Ah, Illustrator, bonjour. Ça c'était ça, mais ce n'est pas du SVG ça. Allez, je vais faire un petit document Illustrator et je vais faire un truc extrêmement pointu. Je peux faire un carré par exemple. Voilà. Si maintenant je me dis, ah c'est beau, c'est l'œuvre de ma vie, j'ai réussi à résumer l'univers entier dans un équilibre visuel et mathématique, c'est beau. Pour obtenir ça en SVG, en fait c'est vachement bête, il suffit de faire sauve et sous
et de choisir le format SVG. Oui. Et alors je dis super beau par exemple. Super beau. Ouais. Et je vais le faire une première fois comme ça, option par défaut. Très content. Si on va voir, on a un fichier SVG. Super beau. Bon. Là où c'est intéressant, c'est quand je le mets dans une page web. Pour le mettre dans une page web, ah oui, on peut encore regarder un truc. Le SVG, c'est un fichier. Si je l'ouvre dans un de ces programmes de Professional qui permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur, je me retrouve avec ça. Alors, vous voyez, il y a un tag XML, un peu comme HTML, un doctype, et puis des choses comme ça. En fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est de la même famille que le HTML. En fait, c'est un langage de balisage, comme on dit, un markup language. Alors, du coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça c'était le workflow numéro 1 pour créer du SVG. Le workflow numéro 2, c'est je le veux dans une page HTML. Donc je vais là. Et alors, comme depuis tantôt, j'ai encore mûri dans mes réflexions philosophiques et je me suis rendu compte que l'univers était plus compliqué qu'un simple carré, je vais continuer l'œuvre de ma vie et par exemple, je fais une rotation. On ne fait pas de rotation dans ce programme. Je vais faire ça. Voilà. Ça c'est encore plus. Ouais. Je fais sauver sous, je choisis SVG et à l'écran où je n'ai rien lu tantôt, je remarque ici, voilà, j'ai un bouton afficher le code du SVG et si je clique dessus, paf, il me montre le code du SVG et ça c'est quand même une grande chance. Après, je peux le copier par exemple. Et puis si je vais dans mon éditeur de code préféré et que je fais une nouvelle page, test.svg.html par exemple. Je mets un petit snippet, pas celui-là, celui-ci. Voilà. Et je peux reprendre tout ça. Voilà. C'est beau. Ouf. C'est beau. C'est beau. Remarquez bien que dans le fichier SVG tel qu'il m'a été exporté d'Illustrator, j'ai copié uniquement la balise SVG. Je n'ai pas pris le doctype ni le truc. C'est quoi le truc en fait? C'est quoi au-dessus? C'est un doctype? Non, c'est pas un doctype. Enfin bref. Le seul truc qui nous intéresse, c'est le tag SVG, on a compris, c'est chouette. Je le mets dans ma page, je sauve, j'ouvre et je suis content. Est-ce que je suis content? Ah, je suis content. Je vais rafraîchir pour être sûr que... Vous avez vu, ça prend 300% de mon processeur. Non. Ah non, c'est autre chose. C'est Dropbox. C'est pas bien ça. Donc, content. Alors, jusque-là, c'est bien. Je peux regarder dans l'inspecteur. Donc, il faut bien se rendre compte que le SVG, c'est comme le reste du HTML. Je peux aller dans l'inspecteur, je peux commencer à me balader dedans et à faire des trucs de ouf. Et alors, tiens, c'est marrant, c'est un rect. Et alors, si je disais, par exemple, ajouter un attribut, je mettrais une classe dessus. Classe dessus. Je mets une classe dessus. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai une classe? Par exemple, commencer à mettre des CSS. Parce que c'est ça qui est intéressant. Bouger ça, ça ne me sert à rien. Et ça, ça ne me sert à rien non plus. Je prends... Ah non, je le fais ici. Mon deuxième rectangle. Je vais mettre une classe dessus. Hop. Et je prévois ici qu'un élément qui aurait une classe dessus, il aurait quoi? Il aurait quoi? Ben, en over, il fait un petit transform, style 3D, 3. Ça marche. Est-ce qu'il va? Expérimental. Là, vous avez vu, il a réagi. Mais je ne sais pas où. Alors, on va faire un truc moins audacieux, on va juste changer son opacité, comme ça, on a rien vu. Ça, c'est
Ça vaut. Bon, évidemment, ici, j'ai pas pris l'exemple le plus fou parce que c'est un carré. Mais si vous mettez une étoile, vous pourrez voir qu'avec votre souris, vous allez entre les branches de l'étoile et tant que vous touchez pas, ça ne va pas. Enfin, ça va. Alors, du coup, c'est chouette. C'est quand même cool. Donc, est-ce que c'est intéressant? Oui. C'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil. Cela dit, c'est pas le truc le plus fou qu'on peut faire avec du SVG. Il y a plein de trucs complètement fous, il y en a beaucoup trop pour que même moi je les connaisse. Par contre, il y a quand même le truc qui est vraiment terrible. Et alors ça, j'ai fait un exemple tantôt. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Tantôt, j'ai fait un Tantôt, j'ai exporté donc des formes en SVG que j'ai mis dans mon document. J'ai rien fait de spécial à part que c'était des formes, mais je vous les montre pas tout de suite parce qu'il y a une petite surprise. Et puis, après, j'ai été mettre un tout petit peu de CSS. Et alors, on peut s'intéresser 2 secondes à qu'est-ce que c'est que ce stroke dash array. Stroke dash array. C'est un truc, par exemple, je ne sais pas si mon éminent collègue veut dire stroke dash array. Stroke dash array. Merci. Imaginez, comme on a du matériel éducationnel de pointe, je vais m'en servir un peu. Voilà. Ceci, c'est un trait SVG. Ah, voilà, il est là. Il n'est pas dit qu'il est affiché à l'écran, quoi. Il peut très bien. Ça va, tu ouais, ça va aller. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans les programmes super chouettes de graphisme? On peut par exemple décider que le trait il a une épaisseur particulière, il a un pattern particulier, ou pourquoi pas. Pardon, on a mangé. Imaginons que dans mon programme d'autoring vectoriel, j'ai attribué un trait pointillé à mon truc. Ben alors il semblerait normal, après de pouvoir définir quelle est par exemple la taille de chaque trait. Donc là, ce serait, je sais pas, si ça c'est une taille de 2, et que je disais, moi je veux un bloc de 10, alors je vais mettre 10 et alors 2, 6, ça pourrait faire ça, quoi. Oui, oh, des trucs du genre. Et si je disais, ok, mais moi, mon trait, il était comme ça, et je n'ai pas envie d'avoir un truc comme ça, mais plutôt comme ceci. Alors je change en quelque part la position. Je vais dire, plutôt que de mettre le premier truc là, tu le déplaces jusque là, et alors j'ai en gros un décalage. Ok. Et imaginons, dernière situation, que j'ai tracé un trait en SVG qui a par exemple une longueur de 100. Je veux dire 100, je sais pas quoi. Ça a une longueur de 100. Et je lui dis, bah maintenant, mon pointillé, je veux aussi qu'il ait une longueur de 100. Résultat, j'ai un seul pointillé qui a la longueur de tout mon trait. Et si je lui dis, bah, sa position en plus, c'est 100. Bah, alors il prend ça et il va le mettre là. Résultat, je ne vois pas mon trait. Et si après, si après, par exemple, en over, je prévois un offset qui est différent, et que j'ai mis une transition dessus, qu'est-ce que ça va faire alors? Ben, j'avais mon trait qui est là, et il va venir se mettre à sa place. Et c'est là que vous avez, pour un investissement CSS complètement minimum, un des plus beaux effets qu'on puisse faire avec le VAR, à mon sens, parce que je suis vite impressionnable. En fait, il faut dire que... ça va? Quoi ça? Enlève, ferme. Voilà ma page, c'est une belle page. J'ai encore gagné un niveau ou 2 en sagesse cosmique, et je me suis rendu compte que le rien c'est tout, et que donc je peux faire rien et qu'il y a tout. Et alors j'étais content et je me suis dit, ah, wow, Internet, c'est trop swag. Donc, voilà, ça c'est le code que vous avez vu juste avant. Quelque part, j'ai pas encore de JS, j'ai rien du tout. Et vous avez tous vu à un moment, je ne sais plus ce site où il y avait ce test de la PlayStation 32 et de la Xbox -1. Et alors il y avait tous ces schémas qui se traçaient, alors tout le monde a fait ouh, et à raison, parce que c'est vraiment très élégant. Et c'est là que dernièrement, je
Je ne peux que vous inviter, si ce truc vous intéresse, à aller voir sur CC-Strix, où il a ce petit article qui continuera de vous décomplexer par rapport à ça. Il l'explique super bien, et ça marche. Alors franchement, pas de petits trucs comme ça. Alors, il faut me citer quelle est l'autre technologie du web qui vous permettra de faire ça aussi facilement, parce que j'en connais pas d'autre, mais peut-être que je serais curieux d'apprendre. Enfin, ça peut être sympa. Donc, en gros, le SVG HTML, je veux dire, au même niveau que les autres, j'ai pu leur donner un ID, et cet ID a pu être utilisé pour différencier la longueur des traits et tout et tout. Franchement, il faut avancer un petit peu. Après, on peut se demander un truc dont je ne vous ai pas encore parlé, que je ne sais pas si je vais vraiment le faire très fort et très longtemps, c'est quoi tout ça? Ah oui. Ben, si vous réfléchissez à... J'ai un dessin vectoriel. Ben, le dessin vectoriel, c'est une série de points. Hein, on a un polygone qui fait des trucs comme ça. Donc c'est une série de points qui ont des coordonnées. Donc là, on dit polygone, on lui donne une couleur de remplissage de fond. Voilà. Donc on peut imaginer que si on veut générer ça à la main, ou en tout cas en code, c'est à la portée, enfin c'est relativement démocratique à générer, et couplé avec la puissance du CSS, ça peut être marrant. Donc ça, c'est juste le gratté de la surface du SVG, parce qu'il y a des filtres, parce qu'il y a des animations, parce qu'il y a de l'interactivité que vous pouvez directement encapsuler dedans. C'est assez bien supporté sur les navigateurs, donc même IE, à partir de, je ne sais plus, 3000, il supporte. Donc ça va. Donc du coup, tant qu'à faire, pourquoi se priver? Il y a juste un truc, ce qui est déjà arrivé une autre année, c'est que un groupe faisait une visualisation où on reliait plein de points, donc c'était plein de lignes. Et alors ils avaient exporté ça en SVG parce qu'on avait présenté le SVG comme étant un format sympa pour la data viz. Et après, il y avait simplement un rollover sur différentes catégories qui faisait disparaître une partie de ces lignes. Il se trouve que ce truc ramait complètement, quoi. La disparition qui était animée en 1 seconde, elle se faisait en maximum 1 ou 2 étapes, tellement c'était... ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à cet endroit-là, le SVG n'avait aucun intérêt. Il faut se rappeler que c'est du vectoriel. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va l'afficher, l'ordinateur recalcule à partir des points les positions, fait le lissage des lignes et tout. Et ça demande un certain travail pour générer finalement une visualisation bitmap, une grille pixel qui va placer à l'écran. Si votre truc ne bouge pas, s'il n'y a pas de modification de tracé ou quoi, s'il n'y a pas besoin d'interactivité poussée dedans, il n'y a aucun intérêt à aller chercher le SVG, ce qui va finalement donner plus de travail à l'ordinateur pour faire le rendu. Sauf peut-être au niveau du poids de fichier, mais comme je vous disais, il y a des pour et des contre, et souvent une facilité de mise en place se paye à un haut niveau ou aux pièces. Bref, c'est très bien, mais il y a d'autres choses qui sont très bien. Alors on va voir ce que la présentation... Oh, merci. Il est beau, hein. Voilà, je peux regarder là en fait. C'est intéressant que ça devient interactif. C'est vrai. J'ai fait de l'interaction. Oui, j'ai fait de l'interaction. J'ai mis un petit over. Ah ouais. Bon, débat toujours. Donc oui, on en était à la conclusion. C'est une question de style. Parce que j'ai encore beaucoup de slides après, je crois que c'est là que ça se... À un moment, ma présentation part un peu en couille. Donc je ne sais plus. Mais donc finalement, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment faire un PNG, parce que vous avez une image. Ouais. La visualisation avec le DOM, c'est assez facile aussi, c'est sympa. Ah oui, il y a le canevas. Le canevas, ça peut être un truc un peu foufou. Alors il faudrait vraiment que vous me disiez que vous en voulez, et alors je pourrais improviser quelque chose, mais... Oh non, attends, c'est pas possible. Bref, il faut... Oui, c'est ça. Donc vous avez vu, il y a plein de choses intéressantes. Et alors, il faut un peu creuser dedans. Et là, peut-être un moment, on peut faire... Voilà, je crois que ça tombe un peu à plat, je ne sais pas, je n'ai pas bien préparé. Est-ce que tu as des questions? Les adresses sont même plus justes, de toute façon, sauf Google. Mais les trucs sont toujours là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Grave, voilà. Je sais pas. Ça va? Ça va? Désolé, quoi. Je ne sais pas. C'est plus bien. Tu veux montrer le... T'avais un truc à dire? Non, d'accord. Ben voilà, merci.